Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans notre émission. Au centre-ville, pas besoin de marcher des kilomètres pour satisfaire ses petites envies. En 5 minutes maximum, on peut succomber à toutes les tentations, voire sombrer dans une irrépressible fièvre acheteuse. Pour commencer, prenons déjà un café. Un café pour Gunnar? Et tant qu'à faire, autant manger un morceau. Hop, un sandwich. Et voilà. Moi, ce serait plutôt typiquement féminin. Une brique de jus de coco, délicieux. Les vitrines sont toutes plus attrayantes les unes que les autres. Même si tous ces produits, on peut les commander sur Internet. Elles sont adorables, ces soquettes. Génial. C'est quoi ça? Certes, mais la mauvaise conscience ne tarde pas à arriver. Nous savons que tous ces achats ont un impact écologique. Alors, pour que nous ne perdions pas le goût de la consommation, les industriels élaborent toutes sortes de stratagèmes pour se donner une belle image éco-responsable. Ils tentent de nous faire croire qu'on peut à la fois s'adonner au shopping et agir pour l'environnement. Nous allons voir aujourd'hui comment nous, consommateurs, pouvons démasquer ces pratiques commerciales un peu douteuses. En d'autres termes, nous allons étudier le principe du greenwashing, le blanchiment écologique. Ça aussi, c'est de l'arnaque. Vide. Dommage. Dis papa, est-ce que tu fais quelque chose pour l'environnement et pour les arbres? L'écologie est dans l'air du temps. Tu nettoies le ciel? Les fournisseurs d'énergie, les restaurants, les supermarchés et même la poste l'ont bien compris. Bien des groupes repeignent leur façade en vert. De quoi donner une bonne conscience écologique aux consommateurs. Pour Nick Reimer, expert en climat, il s'agit dans de nombreux cas de greenwashing, de blanchiment écologique. La stratégie du greenwashing consiste à afficher une posture plus verte que nature. C'est particulièrement vrai en Allemagne, où de grands groupes, qui n'ont pas fait grand-chose pour la transition énergétique, se présentent comme s'ils en étaient les fers de lance. Ainsi, la compagnie d'électricité de Rhénanie du Nord-Westphalie a investi dans les énergies renouvelables et a bien sûr abondamment communiqué à ce sujet. Mais sous le vernis, la réalité est tout autre. En effet, seuls quelques 6% de sa production globale d'électricité sont issus de sources renouvelables. Le géant est et reste l'un des plus grands émetteurs de gaz à effet de serre en Europe. Autre exemple, la Poste allemande. Elle aussi surfe sur la vague. Elle mise sur les voitures électriques et assure distribuer ses lettres en toute neutralité climatique. Cela sonne bien, mais qu'en est-il vraiment? Il est vrai que les véhicules de la Poste allemande roulent à l'électricité. Reste à savoir de quelle électricité on parle. D'électricité verte, auquel cas cela profiterait bel et bien à la planète, ou d'électricité issue du lignite. Nous avons cherché et trouvé qu'elle était effectivement produite à partir de lignite, convertie en énergie verte via l'achat de certificats verts. Un exemple classique de greenwashing. Cela fait déjà longtemps que les écologistes s'intéressent à ce système de certificats verts, car leurs exigences ne sont pas suffisantes. Nick Reimer entend démasquer ces campagnes de communication bien orchestrées. Des associations de défense de l'environnement, comme Greenpeace, aident elles aussi à traquer les entreprises. Nick Reimer a mis en place une plateforme Internet qui recense les petits arrangements avec l'écologie. Les entreprises sont nombreuses à se laisser tenter par le greenwashing. À nous de rester vigilants, car en plus de berner le consommateur, ce type de pratique fait reculer la cause environnementale. Gunnar et moi rendons visite à Catherine Hartmann, qui est journaliste à Munich. Cela fait des années que vous vous occupez de greenwashing. Pourquoi avez-vous choisi cette spécialité? Eh bien, c'est plutôt la spécialité qui m'a trouvée. Je me souviens d'avoir beaucoup ri quand un brasseur s'est mis à vendre sa bière en prétendant sauver ainsi la forêt tropicale. Nous trouvions tous très cocasse de sauver la forêt en buvant un coup. Est arrivé un moment où ça ne nous a plus fait rire. Pas même quand un fabricant de poissons panés a promis de sauver les océans en prélevant 1 centime sur chaque paquet. Les cas se multipliaient et cela me rendait furieuse. Je me disais, ce n'est vraiment pas possible de mentir de façon aussi éhontée.
Alors j'ai commencé à y regarder de plus près, en me rendant parfois sur place. Et qu'avez-vous constaté? Exactement le contraire de ce que promet le blanchiment écologique. Des objets, des produits, des modes de production qui ne sont en eux-mêmes ni durables, ni acceptables du point de vue social ou écologique, sont proclamés propres ou sociaux pour que les entreprises continuent leur petit bonhomme de chemin et que les consommateurs achètent ces produits sans mauvaise conscience. Vous êtes allé sur place, notamment dans un élevage de crevettes au Bangladesh. Qu'est-ce que vous y avez trouvé? Il faut bien se rendre compte d'une chose. La superficie du Bangladesh équivaut à un quart de celle de la France. Et les bassins d'élevage à terre ou le long du littoral peuvent faire 5 fois la taille du lac de Constance. Et ce que j'ai vu dans cette région à crevettes est carrément apocalyptique. La mangrove disparaît car elle est déboisée pour faire place au bassin et il y a de moins en moins de chanderies et de légumes qui permettraient aux paysans de se nourrir. Voilà ce que ça donne. Tout à fait. Prenez cette presqu'île dans le delta du fleuve. Du fait de l'élevage de crevettes, on voit très bien ici qu'il ne reste plus que de la boue. Il y a quelques années, un raz-de-marée a eu lieu. Comme il n'y a quasiment plus de plantes, les terres ont été presque entièrement lessivées. Il y avait des chanderies sur ces parcelles, mais on a raconté aux paysans qu'ils gagneraient mieux leur vie en exportant des crevettes. Alors les rizières ont été inondées. Et voilà le résultat. Ça fait des années que ça dure. Il y avait notamment des maisons et elles n'ont pas été reconstruites. Sur la photo, il y a des enfants dans les bassins. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est un autre aspect révoltant de l'aquaculture au Bangladesh. Pour mettre en place ce genre d'élevage, il faut des larves de crevettes. Si vous les achetez auprès des éleveurs, c'est hors de prix. Et comme les gens d'ici n'ont aucun moyen de gagner de l'argent, la tâche revient aux plus pauvres, les femmes, les sans-abri et justement les enfants. Ils fabriquent des filets avec des moustiquaires pour attraper ces larves. C'est terriblement dangereux, bien sûr. Beaucoup d'enfants se noient ou sont victimes d'attaques de requins et de crocodiles. En plus, cela contribue à les affamer. C'est tragique parce qu'il n'y a pas que les larves de crevettes qui se prennent dans ces filets, mais aussi des poissons, des hippocampes et d'autres animaux marins. Pour une larve de crevette, ce sont 50 autres êtres vivants qui sont capturés, d'où un recul dramatique des ressources. Pour les habitants, c'est un moyen de subsistance en moins. Et pourtant, on essaie de nous présenter cela comme quelque chose de positif. Quel est le lien entre l'élevage de crevettes et le greenwashing? D'abord, on a prétendu que l'on pourrait sauver les océans de la surpêche en élevant des poissons à terre. Une erreur colossale quand on sait qu'un tiers des poissons de mer sont pêchés pour alimenter l'aquaculture et faire de l'huile de poisson. Actuellement, un poisson sur 2 provient de l'aquaculture, d'où l'intérêt de maintenir ce marché. Sauf que ce ne sont pas les habitants qui y gagnent, mais de grands groupes en Europe, en Amérique ou en Asie. La deuxième escroquerie a été de raconter que cela aiderait à lutter contre la pauvreté, que les populations locales gagneraient de l'argent. Voilà pourquoi, dans les années 1990, la Banque mondiale, la FAO et des banques de développement ont injecté des sommes colossales pour que les chanderies soient transformées en élevage de crevettes. Mais la pauvreté et la famine s'en sont trouvées renforcées et les populations ont été chassées. Dans les régions que vous voyez ici en photo, à Satkhira, 120 000 personnes ont dû quitter leurs terres. La dernière imposture a été de dire qu'on pouvait convertir ces élevages à l'aquaculture durable. Des labels viennent faire croire que l'on peut corriger le tir. Sauf qu'il n'y a pas moyen de réhabiliter un système aussi calamiteux. Il faut bien se représenter qu'à surface égale, un bassin à crevettes, c'est 10 fois moins d'emplois qu'une rizière. Mais au lieu de dire « C'était une erreur », c'était une erreur, il faut arrêter, essayer de restaurer ce qui peut l'être, on essaie par tous les moyens de nous faire croire « Allons donc, en collaboration avec les industriels responsables de ces dégâts, nous allons viser un développement durable. » Mais c'est impossible. Nous venons de le voir, les conditions qui règnent dans l'aquaculture de crevettes au Bangladesh sont calamiteuses. Mais il y a des élevages qui prétendent exercer une activité durable et qui ont même un label. Certains critiques assurent que bien des labels recouvrent une bonne part de greenwashing. Une consoeur a testé combien il était facile de tromper ainsi les clients. Pour cette expérience, nous nous adressons à l'agence de design de Christian Bolza et René Arbeithuber à Munich.
Marques et logos sont leur travail quotidien. Le label doit associer le produit avec le développement durable. Objectif, créer de toutes pièces un faux label bio et le soumettre au consommateur. À mon avis, il est important que les gens aient le sentiment d'une bénédiction venue d'en haut en quelque sorte. D'où l'intérêt d'apposer une estampille. Quelques jours plus tard, nous avons notre label de produits alimentaires éco-responsables. Nous avons intégré quelques éléments, comme des étoiles et la couleur jaune. L'idée, c'est de transmettre une impression de qualité. Pour renforcer la crédibilité, nous avons ajouté un chiffre, 100%. Autrement dit, mieux, ça n'existe pas. Avec cela, nous comptons bien gagner la confiance des consommateurs. Direction le supermarché. En tout cas, on voit que c'est un écolabel. Les 5 étoiles, c'est pour indiquer une qualité supérieure. Et les 100% culture contrôlée, cela veut dire qu'on a vérifié que ces fruits et légumes étaient de culture biologique. Ce sont des produits dont on a vérifié à 100% qu'ils étaient cultivés sans aucun produit chimique. Notre label passe donc déjà pour authentique. Mais les clients pensent-ils l'avoir déjà vu? Pour le savoir, nous avons testé dans quelle mesure il était perçu comme connu par rapport à de véritables labels. Arim Spieler, professeur de marketing, a testé 3 autres exemplaires: protection des animaux, environnement et commerce équitable. Cela nous a quand même étonné de constater que 20% des consommateurs disaient reconnaître ce faux label écologique. C'est un score plutôt élevé, plus encore que pour des labels existants comme des labels européens ou pour la protection animale. A contrario, cela montre bien que quantité de labels présents sur le marché sont inconnus des consommateurs. Quant à notre label maison, il est reconnu par une personne interrogée sur 5. Les labels qui ne veulent rien dire, ou pas grand-chose, sont légion. Daniela Krehl, d'une association de consommateurs, nous donne quelques exemples. Les clean labels sont à la mode. Ils indiquent ce qui n'est pas dans le produit. Je lis ici sans conservateur conformément à la loi. Or, il est de toute façon interdit de mettre des conservateurs dans les soupes en boîte. Pour moi, cette publicité enfonce des portes ouvertes. C'est comme vendre un yaourt avec la mention « sans arête ». Cette moutarde semble très spéciale, elle aussi. Elle est haut de gamme. Cette année, ce produit s'est particulièrement bien vendu par rapport à d'autres marques de moutarde. C'est ce qui lui a valu ce label. Mais cela ne nous dit rien sur les qualités intrinsèques du produit. Des labels qui ne disent rien du produit et dont les entreprises font un usage très créatif. Les labels sont donc aussi dans la ligne de mire. Qu'en dites-vous? Quelle est la part de greenwashing? Je dirais que si un produit a besoin d'un label pour prouver qu'il est inoffensif, ça suffit à le rendre suspect. Plus la chaîne logistique est longue, plus le produit vient de loin, plus la production ou l'origine sont dangereuses, plus le besoin de label se fera sentir. Cela dit, il y a une différence entre les labels. Ainsi, le label bio fait référence à une toute autre agriculture, qui suppose des interdits clairs et nets. Il y a certaines directives, comme la taille des étables. Les règles sont précises et les infractions sanctionnées. Dans l'industrie, je crois qu'il doit y avoir maintenant dans les 500 labels différents. Pour la qualité, la durabilité, et ces labels sont de plus en plus souvent élaborés par les industriels eux-mêmes, ou en accord avec des organismes favorables à ces industries. Et une fois que vous avez sur un produit une étiquette qui vous dit que tout va bien, que vous pouvez l'acheter, eh bien vous l'achetez. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces 2 labels assez connus, MSC et ASC? Les labels internationaux de pêche et d'aquaculture durable. Je dirais que non. Leur point commun est de travailler avec l'industrie.
Dans un cas comme dans l'autre, cela implique de grandes entreprises responsables de la surpêche. Et elles n'ont aucune envie de vendre moins. Il y a quelques années, l'Institut Géomar de Kiel s'est penché sur le label MSC. Résultat, tout au plus la moitié des effectifs concernés par le label MSC ont fait l'objet d'une pêche à peu près durable. Et au moins un tiers de ces effectifs relèvent de la surpêche. Voilà comment le saumon d'Alaska, qui se retrouve dans les bâtonnets de poissons, fait l'objet d'une surpêche éhontée. Et parlons du label ASC maintenant. Cargill, un des plus grands fournisseurs d'ingrédients alimentaires au monde, siège au comité directeur de l'organisation qui contrôle ce label. Pour l'aquaculture, ils utilisent des OGM et du soja fourragé. Le label ASC ne l'interdit pas. Le scandale, c'est déjà l'usage en aquaculture de soja génétiquement modifié, dont la monoculture engendre la déforestation en Amérique latine. Ce sont les mêmes qui définissent les critères et qui payent les contrôles. Ça veut tout dire. Vous avez dit qu'il existait 500 labels différents. Mon expérience d'acheteur est sûrement celle de tout le monde. Au supermarché, on n'a pas beaucoup de temps et ces étiquettes sont partout. Il n'y a pas de référence, un annuaire, un site où l'on pourrait voir quel label signifie vraiment quelque chose? Curieusement, c'est du domaine de l'État. Le gouvernement a créé un portail qui recense les labels et les évalue. Un groupe d'experts gigantesque les examine, donne son avis et dispense ses conseils aux citoyens. Je suis allée voir ça de plus près, notamment un label pour du coton soi-disant durable. En fait, ce label est assez controversé, parce que les grands groupes de l'industrie textile sont impliqués. Ils autorisent entre autres l'usage de semences génétiquement modifiées, ce qui n'est pas le moins du monde compatible avec la durabilité. Et le label est recommandé par l'administration. Mais le problème, c'est qu'en se penchant sur la façon dont ces évaluations sont attribuées, on trouve des formulations du type « En l'absence de vérification sur place, nous ne pouvons faire aucune déclaration quant à d'éventuelles modifications effectuées in situ. » En clair, le gouvernement donne le feu vert à des labels sans rien vérifier. Exactement. C'est du greenwashing financé par l'État en fait, ni plus ni moins. Mais en France, la situation n'est pas tout à fait la même. La France est le premier pays d'Europe qui ait adopté une loi permettant de poursuivre des groupes français pour ce qu'ils font dans d'autres pays, notamment les pays du Sud. Voilà ce que doit faire la sphère politique. Au lieu de dire aux consommateurs « il faut acheter ceci ou cela », l'intérêt du monde politique, c'est de faire marcher le commerce. Or, les citoyens sont de plus en plus critiques. Ils sont au courant des dégâts, ils s'informent. Leur dire « non, tout va bien, il n'y a qu'à acheter les produits labellisés », c'est vraiment une honte. Vous achetez comment, vous? Bien sûr, je suis obligée de reconnaître que certaines contraintes sont inévitables. Pour les denrées alimentaires, je pense que c'est encore relativement simple à mettre en œuvre. Il suffit d'acheter des produits locaux dont on sait à peu près d'où ils viennent. Là où ça devient plus compliqué, c'est pour les vêtements, l'électronique et bien des objets qui nous entourent. Ainsi, 90% des vêtements sont produits dans des pays du Sud. Et globalement, leur origine n'est pas vérifiable. Dans certains cas, je m'abstiens, tout simplement. Je ne mange ni viande, ni poisson, ni crevettes, par exemple. Le label bio européen protège-t-il du greenwashing, puisque le cahier des charges est contraignant? Ce label bio vous dit que certaines choses ont été faites dans les règles. Mais ce que ce label ne permet pas, c'est de vérifier quelle a été la consommation d'eau, par exemple. On le retrouve notamment sur des fraises d'Espagne que l'on peut acheter ici en hiver. Elles ont beau venir d'une culture bio et sans pesticides, il n'empêche qu'elles ont besoin de beaucoup d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des lacunes. Et une chose est claire, des fraises en hiver, quelle idée! Alors parler encore de bio, c'est se moquer du monde. Ce n'est pas la même chose que les labels MSC, ASC, où il est clair que les industriels gardent la main et veillent à tout peindre en vert. On ne peut pas dire ça. Mais il est clair qu'il ne faut pas acheter et consommer les yeux fermés tout ce qui porte un label bio. On ne peut pas toujours s'y fier à 100%. Merci beaucoup. De rien. Une chose est claire, notre mode de vie occidental génère beaucoup trop de CO2. Et avec tous nos déplacements professionnels, Gunnar et moi sommes loin d'être irréprochables. Mais il est possible de se racheter en quelque sorte. Cela s'appelle la compensation carbone.
Nous prenons l'avion pour Berlin dans 2 heures. Il faut que je me dépêche. Deux allers-retours Munich-Berlin en classe économique, un bilan carbone non négligeable. Actuellement, de nombreux organismes proposent de compenser ces atteintes à l'environnement. À Berlin, Dietrich Brockhagen s'est lancé dans l'aventure. Il a fondé en 2005 la société Atmosphère. Il nous en explique le principe. La compensation carbone est fondée sur le fait que les gaz à effet de serre ont des effets globaux sur le réchauffement planétaire et non pas locaux. Nous proposons donc de mesurer l'impact de nos activités sur le climat et de le compenser par une activité durable. Le CO2 émis en un endroit, lors de nos déplacements en avion par exemple, peut être annulé en économisant du CO2 ailleurs, à un autre endroit de la planète. Voyons quelle quantité de carbone a été émise par le déplacement de Caro et Gunnar. Pour le savoir, je vais entrer leurs données dans notre calculateur d'émissions. Aller-retour Munich-Berlin, 2 personnes, en classe économique. Il ressort que pour eux deux, l'impact climatique sera de 413 kg de CO2 qu'ils peuvent compenser en versant 20 €. 20 € qui seront réinjectés dans des projets durables comme des installations de biogaz en Amérique du Sud ou des systèmes d'énergie solaire, notamment en Afrique. Là-bas, le bois brûlé pour cuisiner engloutit près de la moitié des revenus. C'est pourquoi dans ces régions sont proposés des cuiseurs en acier très efficaces, permettant d'économiser jusqu'à 80% d'énergie. L'équipe d'Atmosphère a développé son propre cuiseur écologique, la Wonderbox, dont elle teste régulièrement l'efficacité. Au menu, curry de légumes. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Au centre, il y a la chambre de combustion, qui est recouverte d'un matériau isolant. De cette façon, il n'y a pas de déperdition de chaleur. Et il ferme hermétiquement. On pose la cocotte dessus, et cela s'adapte exactement. Il n'y a donc pas de chaleur perdue sur les côtés. Et comme il est en acier inoxydable, il y a un phénomène de réflexion, un peu comme une bouteille thermos. Les éléments qu'on ne peut pas produire sur place sont fabriqués en Allemagne, mais le montage se fait dans les villages. Mais ici, on n'aime pas le terme de neutralité climatique que certains revendiquent. Nous ne parlons pas de neutralité climatique, parce qu'à notre avis, l'expression donne à penser qu'un comportement polluant, comme le transport aérien, pourrait être entièrement compensé. Des programmes de compensation fleurissent aussi du côté des entreprises commerciales. Des chaînes de supermarchés entendent compenser leur taux de CO2 en plantant des arbres. Atmosphère n'a pas de projet de ce genre. Nous ne croyons pas que les projets de reboisement puissent compenser le CO2. Bien sûr, pendant sa croissance, un arbre va absorber du CO2, mais il va aussi le restituer, parce qu'il finira bien par disparaître, et tôt ou tard, il va se décomposer. Dans la Wonderbox, le riz est bientôt à point, et les légumes sont presque prêts, eux aussi. La compensation climatique est un projet intéressant, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Je crois que chacun doit faire ce qu'il peut. C'est facile de trouver des excuses, on voit ça tous les jours autour de soi. Mais ce n'est pas bien difficile non plus de s'informer et de trouver comment faire. On n'a pas besoin de prendre l'avion à tout bout de champ, on peut changer de fournisseur d'électricité. Ce sont des choses simples à la portée de chacun. Améliorer le monde, cela passe aussi par un peu de renoncement.
À dire vrai, je donne quand même un peu dans le blanchiment écologique. Et dans mon fort intérieur, je suis soulagée d'avoir pu compenser ce voyage en avion, même si cela fait un peu du trafic d'indulgence moderne. Disons que l'important, c'est d'avoir un mode de vie le plus responsable possible et de ne pas oublier que le capitalisme vert n'existe pas, hélas. Écoutez bien ce que dit le monsieur, il a raison. Oui, et sur ce, À la prochaine fois. ça aussi c'est vrai.